Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ulrich Génisson, fondateur du site Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis moi-même en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue depuis 2013, donc au moment de l'enregistrement, ça fait plus de 10 ans. Et je suis l'auteur avec mon épouse Nelly donc de deux ouvrages. Le dernier, c'est Bonjour Keto, qui a été publié l'année dernière, 450 pages pour tout apprendre sur le régime cétogène et devenir autonome. Donc aujourd'hui, je suis heureux que nous partions ensemble en Espagne, après être partis en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, pour rencontrer Yanis qui utilise le régime cétogène. Donc bonjour Yanis, merci de nous accorder un peu ce temps. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Évidemment. Donc Yanis Kadari, 51 ans, bientôt 52, père de famille, 2 adolescents. Ça va avoir son importance pour les discussions qu'on va avoir sur le régime cétogène. Chef d'entreprise depuis, ma foi, assez longtemps maintenant. Donc voilà, et en cétose depuis grosso modo une année, avec des résultats intéressants. Ben, c'est très bien. Donc une année, pourquoi tu envisages le régime cétogène avec quel objectif initial? Alors, je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui ça m'a permis déjà de régler pas mal de problèmes. Je vais détailler, mais je pense que pour comprendre en fait ma démarche, il faut peut-être se replacer sur mon passé, qui je suis, d'où je viens, etc. Donc, je suis issu d'une famille méditerranéenne. Il y a effectivement des Espagnols. Aujourd'hui, on est à Alicante, dans le sud de l'Espagne. Il y a des Grecs, etc. Donc, on est dans une famille qui a des moyens relativement limités. On ne roule pas sur l'or. Et donc, j'ai une mère qui cuisine bien, mais qui cuisine sur un mode très méditerranéen. C'est-à-dire qu'on a souvent des gros plats en hiver, etc. Et on a un pain, le pain est omniprésent. C'est-à-dire que dans ma famille, quand je suis jeune, quand je suis même adolescent, on mange du pain avec des pâtes, on mange du pain, ça existe avec une pizza, ça existe. On Il n'y a pas mange que du moi. pain, voilà, on mange du pain avec du riz à l'espagnol, et donc on mange du pain, on mange du pain, on mange du pain. Et à côté de ça, il y a une autre dimension qui n'est pas forcément très bonne pour la santé, c'est la sédentarité. Pendant mon enfance, on vit à Paris centre-ville et finalement, on est relativement peu actif à part aller à l'école, à droite, à gauche, etc. On est souvent à la maison. Donc, j'ai tendance, pour le dire avec élégance, à m'empâter. Et je passe une partie de mon enfance et de mon adolescence en surpoids. Ensuite arrivent les études, donc je fais des études universitaires. Je suis pas un consommateur d'alcool, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. J'ai même quasiment jamais bu d'alcool en vérité, mais je me mets à fumer beaucoup et je continue dans le cadre de mes études finalement à mal me nourrir tout en pensant bien faire. C'est le paradoxe. Jusqu'au moment où, bon an, mal an, je quitte l'armée, je crée ma première société. Et puis alors là, c'est l'explosion. Je continue à prendre du poids parce que je suis extrêmement sédentaire. Je travaille beaucoup, mission d'entrepreneur, hein, quelque chose d'assez classique. Et je me nourris vraiment très mal, très mal. Il y a peut-être une dose de stress en plus là-dessus, Alors, un stress quotidien. effectivement, absolument, Mm. Ulrich, oui, il y a une dimension en fait qui permet de lutter contre le stress, de compenser, donc consommation de sucre. Il y a tous ces slogans, ça peut paraître idiot qu'on entend 5 fruits et légumes machin, donc je fais 5 fruits et légumes machin. Le problème, c'est que ça va pas forcément dans le bon sens. Je vois des nutritionnistes qui me disent écoutez, il faut manger de tout, mais sans trop exagérer. Donc moi, je repars de là en me disant bah, finalement, je peux continuer à manger des pâtes et des pizzas, oui, il n'y a pas de problème, c'est Manger formidable. équilibré, ils ont dit. Manger équilibré, mais on ne sait pas Manger ce que ça veut dire équilibré. exactement, mais Voilà. équilibré. Alors on assiste bien, alors on me sort des trucs, je m'en souviens encore, on me dit écoutez, faut prendre des laitages, mais il faut prendre du zéro matière grasse. Mais par contre, de temps à autre, une ou deux fois dans la semaine, vous pouvez vous octroyer un dessert lacté sucré. Enfin, bon, l'idée est très simple, ce que j'essaie d'expliquer d'une manière, si on accélère un peu, c'est que tout simplement, quand on part vivre au Royaume-Uni avec mon épouse en 2018 et mes enfants, passé quelques mois, je pèse 103 kilos. Alors, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup pour un bonhomme qui fait 1,78 m, qui est sédentaire, qui a été un gros fumeur, jusqu'à 2 paquets par jour, et un très haut consommateur de café, quelqu'un qui est bouffé par le stress. Ma société est quand même assez importante, donc c'est quelque chose de lourd à porter. J'ai quasiment jamais de vacances, je passe mon temps à travailler. Il arrive un moment où en fait on est vraiment dans une espèce de zone rouge. Donc voilà, ça c'est un petit peu, je dirais,
le point de départ de l'histoire, on va dire, cétogène. C'est-à-dire que je me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Et beaucoup de choses qui vont pas, c'est des problèmes d'hypertension qui apparaissent, alors que j'en avais jamais fait. J'étais toujours à 12,7 et subitement, je fais des pointes à 15,10, 16,10, parfois 17,10. C'est quand même pas négligeable. Donc là, le Toubib me dit, écoutez, on va vous donner un traitement d'attaque, c'est quotidien, ça sera tous les jours, et vu les circonstances, ça sera pour le reste de votre vie. Je me dis, ok, super. Alors on commence mollo, mais enfin tous les matins, comme un petit vieux, alors que j'ai la quarantaine à l'époque, j'ai mes petits cachets, mes pilules à prendre. Sur le plan moralement, je dirais que c'est pas, on fait mieux, quoi. Voilà. Donc avec ces problèmes d'hypertension apparaissent ce qui s'apparente comme un prédiabète. Donc là, on me dit, c'est pareil, je passe des examens et le laborantin me dit, écoutez, la situation est quand même mauvaise pour quelqu'un de votre âge. On va commencer par réduire les produits sucrés classiques, hein, les glaces, les machins, etc. Par contre, bien sûr, vous pouvez continuer à manger raisonnablement des fruits, vous pouvez continuer à manger des pâtes, du pain, mais il faudra raisonnable. Et puis surtout, du pain, il faut surtout prendre du pain sans sel. Bon, écoutez, du pain sans sel, allons-y, quoi. Hein, voilà. Donc, avec tout ça, donc début de diabète, tout début, hein, on est vraiment au tout début de la courbe. Par contre, Du hypertension. chiffre un peu, non? Au-dessus de Moi, j'ai 125 milligrammes. Ouais, ouais, je suis au début, j'ai plus les chiffres en tête. 125, 130, ouais. Voilà. Ouais. Mais en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, avec les cachets pour l'hypertension, il faudra forcément prendre un traitement pour le diabète. Ce sera inévitable. Ça ne sera pas forcément tout de suite, mais ça arrivera. Vous faites pas des faux espoirs, mon pauvre monsieur. On y passe tous et vous y passerez aussi. Bon. Donc, dans ce tableau un petit peu cauchemardesque, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que j'arrête de fumer. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Mais par contre, maux de tête régulièrement, des migraines, des problèmes de vue, c'est-à-dire des difficultés pour regarder, pour travailler sur mon écran. Je suis éditeur, donc j'ai besoin de travailler beaucoup sur des écrans. Et à ce moment-là, précisément, tu t'es déjà mis au sans sel, on est d'accord? Je ne me suis jamais réellement mis au sans sel. J'ai écouté OK, ce que le gars m'a dit, mais je n'ai pas pris en compte. d'accord. J'utilisais des succès d'années de sel, tu sais, ces machins, Et pour de potassium. Ouais, voilà, ouais, pas de des sodium. choses, voilà. Mais j'étais pas forcément extrêmement sérieux par rapport à ça. Mmh mh. J'avais d'autres chats à fouetter et je me disais, tout ça quand même n'augure rien de bon pour la suite, quoi. Enfin, j'étais un petit peu embêté quand même, hein. Je continuais à chercher en me disant, il faudrait que je perde du poids, mais tous les retours que j'avais, c'était toujours les mêmes histoires. Il m'arrivait de faire des efforts colossaux, de me mettre dans des régimes vraiment durs, hein. D'aller Calorique, ouais. en surpoids, d'aller courir, hein, donc je me fracassais les genoux, je pouvais courir un jour, 2 jours, le troisième, j'étais complètement en HS. Je perdais peut-être 2-3 kilos, et puis bon, bah, je les reprenais, quoi. Enfin, je veux dire, c'était le moindre écart était fatal, ça Ouais, le allait très principe, vite. hypocalorique classique, tu réduis, puis à un moment donné, tu craques pour une raison et hop, ça repart dans Ah, les tu t'en temps. peux plus et tu as le stress du boulot, machin. Enfin, je crois qu'on est des millions à connaître ça et à Oui. l'avoir vécu. Alors avec ça, en plus, vient se surajouter un autre phénomène, ce sont des douleurs abdominales, plus précisément intestinales, qui sont très sévères. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie intestinale devant tout le monde, mais enfin, tout le monde On laisse imagine. imaginer? Oui. Voilà, on laisse imaginer le spectateur. Donc ça, si tu veux, c'est un peu le tableau clinique. Quand on rentre en France en 2020, ouais, septembre 2020, je suis un gros bonhomme tout fatigué qui fume plus, mais enfin, c'est pas terrible, quoi. Donc là, j'ai des échanges avec plein de gens sur plein de sujets, dont quelqu'un que nous connaissons en commun qui est Alexandra, qui me dit, mais peut-être que vous devriez regarder ce que fait Ulrich, c'est un autre de mes contacts, et c'est un spécialiste en français du régime cétogène. Donc je ne connaissais pas le régime cétogène. Je dois avouer une chose, je dois préciser une chose, c'est que j'ai une épouse qui a toujours été extrêmement vigilante et qui n'a eu de cesse de m'alarmer sur tous ces problèmes en me disant il faudrait vraiment arrêter le pain, les pâtes, les pizzas, les desserts, machin. Tout ça, c'est très mauvais. Donc, je dis, quelque part, dans cette aventure cétogène, tu n'es pas seul. Il y avait déjà une base et quelqu'un qui était là et qui était effectivement la voix de la raison, mais c'est toujours pareil, on n'entend pas forcément les gens qui sont les plus proches. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Ça s'est fait assez progressivement. Je suis sorti de cétose une ou deux fois, clairement. Donc on remet en perspective, c'était il y a un peu plus d'1 an.
Voilà, voilà, Tu commences sérieusement parce que tu es un littéraire, tu n'hésites pas à lire des livres. Je sais que c'est un peu difficile maintenant de dire aux gens qu'il faut lire des livres, mais et donc pourtant, tu te plonges complètement là-dedans. tout à fait. Tu Alors, viens à la CETO Academy et tu fais la formation complète. Donc, oui, elle est longue, la CETO Academy, quand même. Si elle était imprimée, c'est 450 pages, plus de 25 heures de vidéo, plus 300 articles sur les micronutriments où j'ai fait des dossiers spéciaux thématiques. Tu lis tout et tu te lances. alors, effectivement, ça se passe comme ça. Je prends mon abonnement à la CETO Academy. Je râle et je peste parce que le truc qui m'intéresse, moi, c'est le module perte de poids. Mais alors non, il faut aller voir plein de trucs avant, etc. Et Tu as puis, compris maintenant. Tu as compris pourquoi je parle des acides gras, des protéines, trouver les glucides, la évidemment, chronobiologie, évidemment, etc. Parce que bien à la sûr. Céto Academy, on a quand même 11 ans de recul sur le régime cétogène. C'est-à-dire qu'en ce moment même, toutes les personnes qui nous regardent ont plein de questions en tête. Je vous rassure, il y a eu plein d'autres centaines de personnes qui ont eu les mêmes questions. On a répondu à toutes les questions, justement, pour que en quelques jours, quelques heures de formation, vous apprenez tout. Et après, vous évitez du coup toutes les erreurs. Vous avez une réponse pour chaque question et vous pouvez vous lancer et réussir rapidement votre objectif. Ça va au-delà d'ailleurs, hein, je trouve, je fais une petite parenthèse de quelques secondes, ça va au-delà. Moi, j'ai apprécié, après avoir pesté, j'ai apprécié la démarche parce que il y a dans la CETO Academy une réelle transmission de connaissances. On n'est pas dans quelque chose où on est finalement passif, hein. On n'est pas là à se dire, ah bon, bah alors il nous dit de faire comme ça, on fait comme ça. Non, alors il y a l'interaction avec toi, avec Nelly, etc., parce que vous êtes sur le site, vous pouvez intervenir et vous répondez. Il y a tous les articles qui ont été écrits, il y a des échanges intéressants, les questions des autres abonnés à la CETO Academy. Et puis, il y a cette idée, et je sais qu'elle t'est très chère, hein, de la transmission du savoir pour aller vers la liberté et l'indépendance, finalement. L'autonomie, Quand voilà. on sait, on apprend, on sait, on ne croit plus. C'est ça. Et je me rappelle d'une des choses qui m'avait marqué, tu l'avais dit dans une des vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, ma mère me l'a répété pendant très longtemps, il ne faut pas manger gras parce que sinon on va devenir gras. Ah, ah, et en fait, ça ne repose strictement sur rien, c'est même totalement faux, c'est totalement con. Même Mais chose avec le voilà, cholestérol. Même même chose avec chose le avec le cholestérol. On a cholestérol. dit pendant des décennies aux gens, arrêtez de manger des œufs parce que c'est du cholestérol alimentaire. Ça fait monter votre cholestérol. Il a fallu des décennies d'études pour prouver ça. Ça a été prouvé. Et on en est toujours à ces croyances-là. On Ah, vous des dit, croyances. les diététiciens, 1 ou 2 œufs par semaine maximum. Bon, moi, des fois, j'en suis à une douzaine par jour. Il va bien mon cholestérol. Donc, à un moment donné, les gens, il faut leur dire, attention, ce sont des âneries. Voici pourquoi. Voici les études scientifiques. Donc, il faut désapprendre aux gens et leur amener les bonnes ressources de qualité pour qu'ils se fassent Voilà, leur avis. c'est Voilà. ça. Il faut arrêter de croire, il faut apprendre et ensuite savoir. Et de ce point de vue-là, les modules de la CETO Academy sont très bien parce qu'il y a une progression, c'est quelque chose qui est conçu en palier, ça se fait sous forme de vidéo. Moi, j'ai écouté des vidéos de la CETO Academy dans mes trajets en voiture sur l'autoroute. J'ai bien dit écouter, pas regarder, hein, voilà. Et tu apprends des choses, tu peux revenir en arrière, et puis après, il y a effectivement tout ce qui est fascinant, passionnant, les articles, etc. Il y a beaucoup de choses. Et les livres sont des compléments parfaits. Moi, je trouve que l'approche est très bien. Sur le plan didactique, sincèrement, et c'est pas une stratégie publicitaire quelconque hein, vis-à-vis du site Myriam, votre travail avec Nelly, c'est très, très bien fait. Et Ah, on en l'objectif, sort vraiment enrichi. Voilà, ça, en c'est très fait, important. l'objectif, c'était d'éviter l'échec et les erreurs. Moi, je dis toujours, je ne connais personne, je n'ai jamais vu de personne en échec en régime cétogène. Par contre, j'ai vu quantité de gens qui faisaient n'importe quoi, c'est-à-dire des régimes cétogènes très mal formulés. Des gens qui vont jusqu'à avoir une hypothyroïdie parce que leurs apports en iode ou en sélénium sont à râler pas crête. Du coup, on a une perte de cheveux. On a des gens qui sont complètement affamés parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que les protéines, ne savent pas ce que c'est que les acides aminés, ne font pas la différence entre une protéine animale et une protéine végétale. Donc, du coup, ils se retrouvent à même pas 50 ou 60 grammes de protéines par jour. Euh, des gens affamés. Donc, c'est des vrais problèmes. Le choix des acides gras. Les acides gras saturés, ce n'est pas des acides gras polyinsaturés. Tout ça, ça s'apprend. Les hormones, le problème du cortisol. Alors, bien sûr, on a un module expert sur la glycémie avec le glucagon et l'insuline qui est vraiment à un plus haut niveau, mais qui est super important pour les gens qui veulent vraiment inverser des pathologies. Donc, l'idée, c'est de donner de la connaissance pour que les gens, comme tu l'as dit, deviennent autonomes. C'est ça, tout à fait. Et puis, Mmh. l'autre point intéressant, c'est que, on en reparlera tout à l'heure, mais cette affaire de régime cétogène, alors régime, il faut vraiment le prendre au sens mode de vie et pas Ouais. régime borné dans le temps. Ah ben ça y est, j'ai perdu X kilos, maintenant je peux refaire autre chose, j'ai pas besoin.
Ça, c'est une erreur. C'est un changement. On pourrait presque dire, on va presque dire une sorte de renaissance par certains aspects. On redémarre sur quelque chose de différent en sachant en réalité toutes les erreurs qui ont pu être commises par le passé et tout ce qu'on a pu faire comme bourde. Oui. Et ça, c'est déjà. Et tout ça s'inscrit dans quelque chose de global. Il y a le régime cétogène, il y a tout le reste, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, il y a l'activité physique. Alors moi, je ne suis pas marathonien, mais par contre, j'adore nager, je marche, etc. Donc tout ça s'inscrit en fait dans une approche globale. Mais pour revenir à notre petit historique, voilà, effectivement, ça démarre comme ça, avec le bouquin, avec la Céto Academy, tout ce travail est fait avec mon épouse qui décide de le faire avec moi, de démarrer avec moi. Et puis, on travaille là-dessus. Alors, il y a eu des écarts, j'ai dû sortir de cétose à un certain moment, mais j'en ai pas fait non plus, si tu veux, une espèce de drame personnel en me disant, ça y est, je suis en échec, j'ai fait n'importe quoi, je suis vilain, c'est pas beau. Non, j'ai admis qu'effectivement, je pouvais me planter, j'ai admis que manger une pâtisserie n'allait pas dans le bon sens, évidemment. Mais globalement, je me suis remis en fait en selle à chaque fois. Alors, on a évoqué tout à l'heure le poids au UK, il avait légèrement baissé, mais on va le garder comme point de repère. Donc, grosso modo, je suis passé à peu près en un peu plus d'un an et quelques semaines, de 103 kilos à aujourd'hui, je dois être à 84,4. Donc, ça fait quand même une belle progression. Et ça s'est fait, je dirais, d'une manière tout à fait naturelle, sans quasiment aucune frustration. Ça, je veux insister là-dessus. Tous les régimes que j'avais pu faire avant étaient affreux, frustrants, horribles. Ça finit par te taper sur le système. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te baffrer, et là, globalement, pas de problème. Je vais même peut-être te surprendre. J'ai enfin appris à arriver à 50 ans ce qu'était la satiété. Parce qu'ayant grandi dans une famille où on consommait finalement du sucre sous toutes ses formes et massivement, je n'ai jamais su réellement ce qu'était la satiété. Ça peut paraître dingue à des gens qui vont nous écouter, hein, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On finit de manger et finalement, ce qui nous donne le signal d'arrêt, c'est qu'on a le ventre qui est distendu. Mais la satiété, c'est pas ça. C'est pas terminé avec un estomac distendu, en n'en pouvant plus. Avec le régime cétogène, j'ai vraiment touché du doigt ce qu'était la satiété. Aujourd'hui, je suis capable de dire non, mais je m'arrête là, j'ai plus faim, c'est très bien. Ou je peux dire tiens, ce matin, je vais manger ou je ne vais pas manger. Je sais enfin ce qu'est la faim. Ça paraît idiot, mais c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un point clé. Sur le plan des améliorations, je suis un vilain garçon, je ne prends plus mes cachets d'hypertension depuis grosso modo une petite année. Au moment où j'ai démarré en cétogène, j'ai un appareil à prendre la tension. Aujourd'hui, je me balade à 13,8. D'accord. Sans traitement. Beau progrès déjà. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Et je pense que ça peut baisser Oui. encore. Dans quelques mois, tu vas descendre à 12,7, voire un peu moins. C'est lié au poids. Là, tu es déjà à 1 an de régime cétogène. Je pense qu'à 1 an et demi, 2 ans, tu auras totalement effacé tout ça. Écoute, ça c'est formidable. Sur le plan des migraines et maux de tête, ça a totalement disparu. C'est fini, c'est terminé. Je parle de migraines vraiment difficiles, hein. Je parle de migraines où j'étais obligé de me mettre la main devant les yeux, la moindre lumière me faisait affreusement mal, quelque chose qui était lancinant, qui revenait, qui quasiment m'amenait à aller m'allonger parce que c'était plus Ouais. tenable. J'ai vu Hein. justement quelqu'un, il y a quelques jours, dans des commentaires, a dit oui, en gros, on n'est pas capable de faire la différence entre les migraines et les maux de tête. On fait très bien la différence. Moi, j'ai toujours été touché par ce que j'ai appelé des maux de tête, c'est-à-dire que ça ne me mettait pas couché au lit ou des choses comme ça. Le régime cétogène est bien documenté sur la migraine. Alors, je parle de gens qui ont des molécules qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont plutôt dangereuses. Tout est en échec. C'est des gens qui sont obligés de se mettre dans des chambres noires, sans bruit, 24 heures, enfin de la migraine carabinée clinique, quoi. Et on a les études pour ça. Voilà. Ça, c'est Bah, un bon, point important.
Moi, je peux témoigner de ça. Alors, j'en ai pas à ce stade-là, heureusement, si j'ose dire, mais il m'est arrivé parfois en voiture de garer la voiture et de reprendre mes esprits parce que j'avais du Mmh mal à me concentrer sur la route. mh. C'était vraiment horrible. Bon, ça, Alors, c'est terminé. Ça fait pour partie du. l'anecdote, tu vois, j'ai fait une longue vidéo de plus de 2 heures, 72 slides, elle est sur la chaîne là, où j'explique tous les aspects thérapeutiques du régime cétogène pour toutes les pathologies et donc j'aborde spécifiquement la migraine et je reprends volontairement l'étude d'une scientifique qui a voué sa carrière parce qu'en fait, elle est devenue scientifique pour ses propres migraines. C'est-à-dire que personne n'arrivait à la soulager, personne n'arrivait à la guérir, etc. Et en fait, toute sa carrière de scientifique, elle est vouée au régime cétogène pour les migraines. Concrètement, il y a rien qui fait mieux que le régime cétogène pour les migraines, hein. Donc les gens qui nous écoutent qui ont ces problèmes-là, envisagez ça. Ah oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. En fait, ça vaut le coup d'essayer de venir voir, de faire l'effort de basculer en céto pendant peut-être un mois ou deux et l'essayer, c'est presque l'adopter. Je veux dire, sincèrement, les bénéfices sont vraiment importants. Sont vraiment importants. Je rappelle, plus d'hypertension artérielle, en tout cas des chiffres qui sont, on va dire, dans la norme maintenant, les migraines qui disparaissent, 19 kilos en moins. 19 kilos en moins, et puis le bonus qui est fantastique, la disparition des douleurs intestinales. Parce que ça, c'était quelque chose aussi d'absolument terrible. Je pouvais souffrir, et souffrir vraiment, de quelque chose de vraiment lourd, de difficile. Parfois, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne s'arrêtait pas. Et je pouvais prendre tout ce que je pouvais trouver, n'importe. C'était atroce, atroce. La réponse du Toubib avait été, écoutez, je ne sais pas. Donc, comme ça, c'était une affaire réglée, on passe à autre chose. Et ben, ça a disparu. Ça a disparu. Ça, c'est un point important parce que cette pathologie-là, elle est Pour moi, c'est un une des point plus essentiel. incomprises par les médecins. Clairement, ils sont nuls. Je vais le dire comme je le pense, hein. Quand tu commences à avoir des proliférations bactériennes, que ce soit dans le côlon, que ce soit dans l'intestin grêle, des problèmes d'acidité gastrique, toute cette partie-là, en fait, c'est totalement mécompris. Et il y a des gens qui souffrent parfois depuis des décennies, ils sont laissés à l'abandon, tout le monde les néglige, alors qu'en fait, un simple changement alimentaire résout le problème en quelques jours, hein. C'est pas de la magie, hein. Ça s'explique clairement. Le problème, c'est comme ils sont dans un dogme nutritionnels qui veulent pas changer. Le régime alimentaire occidental, c'est 55% de glucides, c'est beaucoup de fibres, c'est de l'amidon, c'est ci, c'est ça. Et que si on sort de ça, on est forcément dans un régime carencé, ce qui est scientifiquement stupide, hein. Eh ben, Mmh. tout le corps médical reste là-dedans, donc on ne peut pas en sortir. Les gens ne sortent pas de leurs problèmes. Et dès qu'ils arrivent en régime cétogène, euh, tu sais, on a des milliers de membres sur Eat Fat to Be Fit, on a des milliers de commentaires sur le site, et le nombre de gens qui ont trouvé une solution à leur pathologie, parfois depuis des décennies, juste en changeant leur alimentation, en réduisant les glucides, en augmentant parfois les légumes, la viande, les œufs, les produits laitiers, mais c'est hallucinant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde pour qu'on ignore de telles réussites, quoi? Des gens qui, de leur propre chef, ont réussi, alors que des spécialistes, dans des hôpitaux réputés, ils n'y arrivent pas. Oui, tout à fait. Mais tu évoquais les douleurs gastriques. Moi, on m'a fait passer des examens avec des caméras, etc. Mhm. On m'a dit, c'est un problème, vous avez une hernie hiatale. Bon, ok. Mais, et puis, fin de l'histoire. Et j'ai demandé donc quel type de traitement. Bon, on m'a dit pour l'instant, pas grand-chose, prenez du Gaviscon. Donc, je me suis, sans faire de mauvais jeu de mots stupides, gavé de Gaviscon pendant bien longtemps. C'est vraiment dégueulasse comme truc. Mais ma foi, les douleurs gastriques étaient quand même toujours là. Et puis les Oui. douleurs intestinales Et aussi. puis, Et il y a si les tu veux, IPP. Les IPP, c'est la même chose. C'est une folie. Quand on regarde la littérature, ils distribuent ça comme du Doliprane. Je rappelle juste pour information que le Doliprane, c'est 700 morts par an en France, hein, chaque année. Tout le monde le sait, hein, ça flingue le foie, il y a même des décès. Et les IPP, en fait, c'est un vrai scandale sanitaire aussi, hein. On a des gens qui ont des reflux gastriques. Du coup, automatiquement, l'acidité brûle l'œsophage. On donne des petits bonbons qui vont réduire l'acidité gastrique. On règle le problème. On n'a rien résolu du tout. On l'a même empiré. Et quand on arrive sur un régime cétogène, on a des gens qui prennent ce genre de médicaments depuis des années, voire des décennies. Hop, plus besoin. Si c'est curieux quand même. ah ben écoute, c'est mon cas. Moi, j'ai pas eu ces petits bonbons donc, comme tu les appelles, mais le Gaviscon, c'est terminé. Et si tu veux, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont améliorées. Et sincèrement, c'est une sorte de renaissance, ou moi je dirais plutôt une sorte presque de plan de sauvetage pour ce qui me concerne.
Parce que quand tu arrives, bon, la quarantaine, j'ai arrêté de fumer à 42 ans, d'une manière presque accidentelle. Écoute, l'essentiel, c'est que c'était fait. Mais j'avais quand même toujours ce problème de poids et finalement, toutes ces pathologies, toutes ces problématiques que je me traînais avec moi, qui te rendent la vie très difficile, très difficile. Tu sais que, chez l'entreprise aussi, tu vas aller dans un déjeuner d'affaires, tu vas manger, tu sais qu'à 14h, 14h30, tu vas commencer par avoir un énorme coup de barre, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des coups de barre absolument terribles, terribles, terribles. Quasiment m'endormir sur mon bureau, hein, je le dis, j'en ai pas honte. Hein. Oui, le truc qui me réveillait, c'était les douleurs intestinales, tu vois. Enfin, c'était une espèce d'enchaînement comme ça. Les jours passent, les semaines passent, et tu vas essayer de parer les coups finalement en prenant des trucs. Alors hop, un peu de Gaviscon d'un côté, tu vas prendre du Doliprane ou toute autre chose pour les douleurs. Le Toubib te dit, ah ben, n'oubliez surtout pas votre périndopril tous les matins, monsieur. Hein, sinon, votre hypertension va monter au. Et tu avances comme ça, qu'à an, mais ça se dégrade et tu te dis, mais Voilà, ça se dégrade, un nouveau médicament pour le nouveau problème, etc. jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'au jour où, en fait, tu changes le truc qui est le plus évident, finalement, c'est-à-dire, quand on y réfléchit, on fait confiance à des tas de gens, à des tas d'organismes pour absorber, pour avaler quelque chose, et on ne cherche pas à comprendre finalement. On ne cherche pas à comprendre réellement ce qu'on avale. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes comme ci, qu'il faut ça, que le gras c'est dangereux, que le sel, alors là mon pauvre ami, c'est le début de la fin, le sel, que le sucre, oui, bon, modérément, il faut faire attention, mais sinon vous pouvez prendre des succès d'année, là je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les Aspartame ou des choses comme ça. sartane, ce genre de trucs, etc. Il faut faire du sport. Faire du sport, manger, bouger. Donc, il faut se baffrer d'un côté, il faut bouger de l'autre. Donc, il faut aller suer sur un tapis et se fracasser les genoux. Je caricature un peu parce que, évidemment, Non, mais c'est exactement ça. Parce qu'en plus, c'est plus mon tu fais de parcours. sport et plus tu as faim. Donc, du coup, ça sert à rien. C'est ça, c'est mon parcours. Et puis, de temps à autre, tu dis non, mais ça suffit, maintenant, je perds du poids. Alors, tu crèves de faim, comme Hmm. un chat. Et puis finalement, tu te retrouves dans une situation où tu vas perdre 2 kilos, 2 kilos et demi, avec des efforts absolument terribles. Et puis dès que tu arrêtes, bah, tu vas les reprendre, et puis tu vas les reprendre, et puis tu vas t'offrir un bonus en plus. Hein. Tu vas t'en prendre un ou deux de plus pour la route. Quoi. Ouais. Et voilà. Donc, et ça, sincèrement, quelque part, je m'en veux presque de ne pas avoir cherché à comprendre. Enfin, rien n'est plus intime que ce qu'on avale, ce qu'on absorbe, ce qu'on met en nous pour vivre. Hein. C'est quand même. Et on a une confiance comme ça. Ah, tu vas attaquer pour Je la vais faire mouche. une petite pause, il faut que je la chasse. J'arrive tout de suite. Excusez-moi pour cette petite interruption. Une mouche est venue dans le cadre, ça devenait désagréable et c'est possible en plus qu'il y en ait une autre qui revienne. Donc, on reprend, Yanis. Tu voulais nous parler, donc tu nous as listé tous tes bienfaits qui sont vraiment déjà très nombreux. Je ne doute pas que ta glycémie va être revenue dans la norme dans pas longtemps, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, tu voulais nous parler spécifiquement du sucre et de l'addiction au sucre en général. Oui, 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 absolument. Parce que moi, j'ai été donc gros fumeur. J'étais quelqu'un qui était capable le soir, y compris le dimanche, de s'habiller, de repartir sous la pluie avec la voiture et d'aller faire je ne sais pas combien de kilomètres pour acheter un paquet de cigarettes. Et je me suis rendu compte d'une chose, en fait, quand on commence à décrocher d'un produit, on prend toute la mesure de l'emprise que ce produit avait sur soi. Et ça me paraît être une évidence. Hein. Tout le monde va se dire derrière son écran en regardant ça, il est sympathique ce garçon, mais il enfonce des portes ouvertes. Certes, mais avec le sucre, je pense que c'est peut-être même encore pire qu'avec le tabac. Vraiment, je pense que c'est quelque chose d'absolument terrible, pour pas dire tragique pour nos sociétés modernes. L'omniprésence du sucre, on en trouve partout. Ici, on vit en Espagne, tu l'as dit. On a la chance d'avoir accès à quelques produits de bonne qualité, mais alors pour une raison que j'ignore, il faut être extrêmement vigilant parce qu'ils mettent du sucre partout, y compris dans le jambon cru. Hein. On achète du jambon cru sous cellophane pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas le temps machin de le couper. Et ben il y a du sucre. Il y a du sucre absolument partout. C'est complètement dingue. Et la perversité de la chose finalement, c'est que évidemment il y a plein de produits qui ont un goût salé. Je sais que tu as demandé à tes aux personnes que tu as interviewées précédemment si c'était des becs sucrés ou des becs Ouais. salés, j'ai envie de dire, finalement, pour ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose. Parce que quand on est bec salé, ce que j'ai été, et qu'on aime manger un plat de pâtes ou une pizza ou un machin, on avale finalement Oui. du sucre, hein, tout Sous forme simplement. Voilà. d'amidon, oui, bien sûr. Ouais. Et donc, tout à fait. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être dans une très grande vigilance. Je pense que quand on est, entre guillemets, un ancien shooté au sucre, comme j'ai pu l'être, il faut le garder en tête et il faut être dans la vigilance perpétuelle.
je suis pas en train de dire que le moindre écart va générer forcément une sortie de keto, un dérapage et un débarquement en masse dans une pâtisserie. Hein, ça, c'est pas forcément ça que je suis en train de dire. Mais quand on commence, on sait globalement quand on commence, c'est pas forcément quand on va s'arrêter et en quelle quantité. Alors nous, en plus, avec mon épouse, on ne supporte pas tellement les succédanés de sucre. On en avait parlé, la stevia, érythritol, machin. C'est quelque chose ça fonctionne mal chez nous. Voilà. On est un petit peu allergique, on va dire ça comme ça. Et donc, on est en cétose, on est dans un régime céto, sans gourmandise cétogène, c'est-à-dire qu'on ne fait pas. Malheureusement, quand je vois les photos merveilleuses de Nelly, que je vois ce qu'elle est capable de faire, je me dis, et même toi, hein, je précise tout de suite, je me dis, mince, on passe à côté de quelque chose, mais après tout, c'est pas plus mal, surtout pour moi. Parce que je sais que si ce goût, cette espèce de spectre un petit peu revient du sucre, à un moment donné, je vais forcément, il y aura des tentations. Et forcément, qui dit tentation, dit à un moment donné frustration. Voilà. Alors, Et ce que c'est tu pas dis est l'esprit super du régime important parce que cétogène. ce que tu dis est super important parce que nous, on est maquillé avec personne, on est sponsorisé par personne, on est payé par personne que par nos clients et nos membres. Hein. On a fait un article spécial justement sur l'érythritol qui avait été attaqué il n'y a pas longtemps. Et on a toujours défendu un mix d'érythritol et de stevia comme sucrant alternatif. Pourquoi? Parce que c'est comme le pain, en fait. C'est souvent une béquille temporaire. Les gens, ils ont un régime très riche en sucre, très riche en glucides. Quand ils passent en keto, s'ils le font trop radicalement, ils lâchent parce qu'ils ont besoin de ça. Bien Et donc, sûr. du coup, mettre ces produits-là, donc érythritol plus stevia, en Europe, aux États-Unis, on a d'autres produits qui ne sont pas disponibles en Europe, mais ça, c'est le bon moyen de dire pendant quelques mois, j'utilise ça, et puis finalement, au bout de 6 mois, ben, j'en ai plus besoin et je m'en passe. Et on peut faire des desserts céto totalement sans sucre, même sans édulcorant, sans sucre alternatif. Et tu le prouves toi-même. Donc, il y a des gens qui se disent, oh ben non, moi, ça, je veux m'en passer, je n'ai pas besoin d'érythritol, je n'ai pas besoin de stevia, et je fais mon régime cétogène totalement sans. Et tu es la preuve que c'est possible. Ah mais complètement. Écoute, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit, écoutez, cher monsieur, vous êtes gentil, mais on se connaît pas. Maintenant, je mange mon bon yaourt grec, par exemple, sans sucre. Hmm. Et j'éprouve du plaisir. Le Quand on café, peut-être, tu étais peut-être un buveur, tu disais un gros buveur de café avant. Tu mettais du sucre avant? Je mettais un sucre, évidemment. Et je précise, quand j'ai gros buveur de café, dans les rushs, quand on boucle des magazines, puisque je suis éditeur de presse, je sors 45 titres par an, c'est-à-dire grosso modo un magazine presque par semaine qui part, sans parler des livres. Quand je dis gros buveur, je dis gros buveur, c'est-à-dire qu'il m'arrivait de consommer jusqu'à 8 à 10 expressos sucrés par jour. C'est quand même une belle performance, tout ça arrosé, si j'ose dire, ou plutôt enfumé d'un paquet et demi de cigarettes, quoi. Hein, voilà, c'est mon parcours. En bouffant des pâtes, des pizzas, des machins, hein, des hamburgers, je ne fais pas de dessin, quoi. Donc en fait, c'était un aller simple pour le désastre, peut-être même final, très très tôt dans ma vie. J'avais plein de trucs à faire, j'ai plein de choses à faire encore dans ma vie, j'ai plein de trucs à offrir, à essayer d'offrir autour de moi, etc. Donc pas question de quitter la scène comme ça. Et si tu veux, aujourd'hui, le sucre, bon, c'est quelque chose qui est totalement passé au second plan. Je te l'ai dit, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Je vais pouvoir avoir un fumeur à côté de moi. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va m'accommoder parce que je trouve que ça pue. Bah écoute, pour le sucre, on est en train de partir vers ce genre de situation. On est en train de se diriger vers ça, lentement mais sûrement. C'est en train de se mettre en place. Je suis pas Superman, hein, il m'arrive de lorgner sur une pâtisserie ou un truc. Mais bon, tu arrives à passer le cap. Voilà. Et finalement, on en tient une certaine fierté. C'est encourageant. On se dit, si je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Je répète ce que j'ai dit, il faut être honnête. Il m'est arrivé de faire des erreurs, de sortir du régime cétogène, de consommer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours du sucre. D'autres l'ont fait. Mais c'est quelque chose qui se gère, finalement. Oui, puis je pense que c'est équilibré avec les bienfaits que tu récoltes. Si tu as les C'est bienfaits, tu n'as pas envie d'y retourner à ton ancienne vie. C'est ça. T'as pas envie de retourner à la mine, t'as pas envie de te dire non mais j'en suis sorti, c'est tellement con. En plus de ça, quand tu sais ce que l'organisme, enfin ce que le sucre peut faire à un organisme, tu te dis c'est pas possible. Et puis les effets sont rapides. Je veux dire, je pouvais quand j'étais plus jeune évidemment consommer du sucre massivement, il se passait pas grand chose. Aujourd'hui, si je consomme du sucre, quelle que soit sa forme, ça peut aller très vite. Je veux dire, les effets délétères sont tout de suite présents, quoi. Et ça, non, au bout d'un moment, tu te dis, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pour Donc, ça on que a, tu dis le style de vie cétogène. Et moi, j'aime bien ce terme vraiment parce que on a un style de vie occidental moderne qui est très délétère pour notre santé.
On a un style de vie cétogène qui est très bon pour notre santé. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien par tous les témoignages, tous les bienfaits apportés. Et je ne vois pas pourquoi on passerait d'un mode de vie sain, cétogène, vers un ancien mode de vie riche en glucides, très délétère pour notre santé. Ça fait pas, il n'y a pas de sens, Ça en fait. a effectivement, quand tu prends le temps de te poser, de réfléchir et de regarder les choses, de faire la big picture, comme disaient les anglo-saxons, tu te dis, pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens en réalité. Mais il faut prendre le sens, enfin, pardon, il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser, de se dire, voilà ce que j'avale depuis des années. Est-ce que réellement tout ce qu'on m'a sorti à ce sujet, est-ce que finalement c'est vrai que c'est si bon que ça? Est-ce que quand je dois aller courir ou aller nager, est-ce que je dois manger un plat de pâtes avant parce que machin? Est-ce que manger trop de viande rouge, c'est vraiment si mauvais que ça? Est-ce que vraiment saler son alimentation, est-ce que c'est un aller simple pour aller directement au cimetière? Tu vois, il faut se poser. Et finalement, il y a une très grande naïveté dans nos sociétés occidentales, un pilonnage extrêmement intelligent, bien fait, etc. Très malfaisant, on est d'accord là-dessus, mais très bien fait, qui fait que les gens prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit, manque de recul, etc. Et tu le sais, moi je suis éditeur et historien, et quand tu regardes des photos, par exemple, ou des archives photographiques ou cinématographiques de l'Occident, l'Europe, la France, Paris, dans les années 1920, tu regardes, même les États-Unis, hein, tu dis, mais on parle d'épidémie d'obésité, mais oui, c'est Ah oui. terrifiant, ça va à une vitesse fulgurante. Ici en Espagne, c'est terrible, terrible. Et on avait passé quelque temps en Crète, le fameux régime crétois, etc. Eh ben, je ne veux pas te décevoir, c'est cuit. Hein, les Crétois vont au Mais McDo. tu sais, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat-là parce que ça m'intéresse pas de faire des guerres comme ça. Il y a la littérature scientifique, elle est évidente, hein. Tu prends un syndrome qui s'appelle NASH, donc le foie gras non alcoolique. Le record du monde, c'est les États-Unis avec le fructose, parce qu'ils ont du fructose partout, y compris même dans le Coca-Cola. Le Coca-Cola mexicain est fait avec du sucre de canne, le Coca-Cola américain est fait avec du sirop de fructose. C'est le même Coca-Cola. Et tu as trois pays qui sont juste derrière les États-Unis, très proches, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Ah ouais, Coupable, huile d'olive, y compris des syndromes de foie gras chez les enfants. Bon, d'accord. quand on regarde, il y a une étude de projection qui emmène des chiffres. Si on projette les tendances jusqu'en 2030, les États-Unis perdent leur leadership et sont dépassés par la Grèce, l'Italie et l'Espagne sur le syndrome du foie gras non alcoolique. Tu vois, donc le fructose, c'est un problème, mais on peut avoir d'autres problèmes. Et amener de l'huile d'olive massivement dans un régime très riche en glucides, c'est juste une catastrophe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tout un tas d'enzymes qui sont clés là-dedans, c'est-à-dire prendre de l'huile d'olive dans un régime cétogène très pauvre en glucides et prendre de l'huile d'olive dans un régime très riche en glucides, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Oui, Et bien là, on est en sûr. train de faire une épidémie d'obésité et de foie gras dans les pays de la Méditerranée juste à cause de ça. Donc, le célèbre régime méditerranéen, ça demande d'être un peu plus détaillé, tu vois, c'est ça le problème. Et effectivement, je te le confirme. Moi, nous, on le voit tous les jours ici et on porte pas de jugement sur les gens. Enfin, je veux dire, c'est juste une simple observation, hein, évidemment. Il y a rien de. Mais c'est absolument, c'est tragique. Mmh. Et on le voit aussi avec les plus jeunes, on le voit avec les adolescents. Bon, on est sur des tendances, sur des pentes qui sont extrêmement mauvaises. Donc, il Ah, est mais quand même c'est énorme. C'est 500 millions de diabétiques dans le monde. C'est 500 millions de prédiabétiques dans le monde. C'est une épidémie d'obésité qu'on n'arrête pas. Tu vois, moi, j'habite au Colorado. C'est l'État le plus lean de tous les États-Unis. On est juste à 25% d'obésité. J'habite à Boulder. Alors, Boulder, c'est très particulier parce que c'est même pas le taux d'obésité, la moitié du taux d'obésité français. Mais on a une croissance mondiale d'obésité. Moi, je me rappelle, j'ai 45 ans. Il y a 30 ans, on nous disait c'était la famine en Afrique le problème. Là, il n'y a plus de problème avec ça, hein. Le problème qui tue, numéro un, c'est l'obésité et tout le syndrome métabolique qui va avec, hein. Je rappelle juste que le diabète de type 2, c'est des amputations, cécité, insuffisance rénale. Enfin, ça finit mal quand même, hein. C'est pas très ça termine joyeux. mal. Ah, mais Voilà. complètement. Juste avec un problème de glucides dans nos assiettes. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie bête. Et ça concerne des centaines de millions de personnes dans le monde. Tout à fait. Et ça touche les gens de plus en plus jeunes. Je te l'ai dit tout à l'heure, nous on a deux adolescents à la maison, bientôt 16 et 13 ans. On est dans une espèce je dirais, et là-dessus, moi je rends hommage littéralement à mon épouse, hein, qui fait un travail formidable avec les enfants. Euh, on bourre leur petite valise de connaissances, un maximum de choses, en espérant que quand ils seront plus grands, quand ils auront
espèce de réflexe de se dire, OK, on va regarder, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une espèce de lutte face à une énorme machine à broyer, une machine marketing, publicitaire, etc., avec une image complètement déformée de ce qu'est la réalité, et puis quelque chose, de la tentation à tous les étages. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur école, le sucre est présent, dans les points de vente autour de l'école pour aller s'acheter à manger quand ils sortent, bon, bah, ils sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, mais évidemment, que ce soit eux, leurs camarades, etc., le sucre est omniprésent, partout, partout, partout. Mais le pire encore, tu vois, les plateaux dans les hôpitaux, les plateaux qui sont fournis aux malades pour se guérir, Mmh. c'est une catastrophe. Tu vois les distributeurs de snacks sucrés, de boissons sucrées dans les hôpitaux, mais c'est une hérésie, en fait. Ouais, ça, on a connu ça quand on vivait au Royaume-Uni, on habitait à Exeter, dans le Devon, et la première fois que mon épouse et moi, on sommes allés dans une pharmacie, le premier truc qu'on a vu en rentrant dans la pharmacie, c'était un distributeur de soda, et juste à côté, des snacks. Alors, et tu as toute la collection. Donc, bon, bah là, tu te dis, effectivement, Et tu te rends compte que la première étude du régime cétogène, c'est 1920 pour inverser le diabète de type 2, avant la fabrication, la synthèse de l'insuline synthétique. Mais les premiers livres pour inverser le diabète de type 2, on est dans les années 1880. Ça concernait uniquement les très riches qui avaient accès à certaines formes de glucides, donc les classes les plus élevées de la société, qui commençaient à développer des diabètes de type 2 à 40, 50 ans. Tu vois. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, maintenant, tu as des enfants de 8, 9 ans à qui on diagnostique un diabète de type 2 qui se pique à l'insuline. Enfin, c'est dramatique. c'est un carnage. Je pense qu'il est urgent, là on est vraiment face à quelque chose de terrifiant, il est urgent de réfléchir, de se poser, de regarder et de revenir vers du bon sens, parce que dans le fond, il y a beaucoup de bon sens là-dedans. C'est ça, hein, vraiment, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a le régime cétogène, donc, qui est très bien, puis il y a l'ensemble, il évolue dans un ensemble plus vaste, le fait de, alors moi je suis pas un athlète, hein, les gens n'ont qu'à voir, bon, mais le fait d'aller marcher quand on peut, quand peut prendre un peu le temps. Nous, ici en Espagne, on a passé une grande partie de l'été à la plage. Alors, on va à la plage, on se baigne, on nage, on fait l'activité physique et puis surtout, on prend le soleil. Alors, on se tartine pas. Alors oui, les premiers jours, oui, je confesse, je ne dirai pas où, parce que quand même ça se fait pas en public, des coups de soleil à droite à gauche, mais ça disparaît très vite. Et puis sincèrement, c'est 3 fois rien. En fait, c'est bête, mais on a perdu le bon sens de savoir manager notre exposition au soleil. Tu vois, nos anciens, par exemple, moi, mon grand-père était agriculteur, il était dans les champs en permanence. Les gens, tu sais, ils étaient habillés avec une chemise de flanelle, un pantalon. Toute l'année, il n'y avait pas de coup de soleil parce qu'ils étaient tout le temps dehors déjà. Et ils n'avaient pas la stupidité de passer 99,9% de leur temps dans un bureau et de sortir en plein mois d'août sur une plage. D'un coup, la peau n'a pas le temps de s'habituer. En plus, avec des lunettes de soleil qui ne permettent pas d'avoir le signal nécessaire pour produire la mélanine, etc. Et ils se retrouvent avec des coups de soleil colossaux. Et du coup, on a fait passer l'être humain incapable de sortir dehors sans se tartiner de crème solaire. Mais l'exposition au soleil, en fait, ça se manage, ça s'apprend. Mais nous, si tu veux, quand on est arrivé ici, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur, globalement, à aller, venir, etc. Donc, on avait une peau ambrée. Alors, c'est vrai qu'on a eu des petits. Mais moi, j'ai vu des trucs absolument terribles. Hein. J'ai vu, on y allait quasiment tous les jours, il fut un temps. J'ai vu des gens qui arrivaient, qui étaient blancs, qui repartaient tartinés. Ils s'étaient tellement tartinés de crème qu'ils étaient toujours blancs. Et les endroits où ils n'avaient pas passé leur crème, ils étaient rouges écarlates, quoi. Et c'est terrible. Et c'est presque caricatural, mais ces gens-là, quand tu regardais ce qu'ils grignotaient sur la plage, etc., tu te dis, malheureusement, c'est terrible, ils sont partis dans la mauvaise direction. Oui. Ça s'annonce extrêmement mal pour eux, quoi. Oui, parce que l'exposition au soleil va avec la composition en acides gras de notre assiette. Et on va dire, pour faire simple, il y a des huiles qui sont carrément pro-inflammatoires. Et quand tu consommes ces huiles-là et qu'en plus tu t'exposes au soleil, tu finis rouge tomate. Et Voilà. là, le problème, donc il y a un aspect nutritionnel, il y a un aspect management du soleil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller à midi, d'un coup, etc. Il faut s'exposer petit à petit, il faut éviter les coups de soleil. Mais de l'autre côté, notre peau, elle est absolument indispensable pour créer notre vitamine D dont on a besoin. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est cet ensemble-là, en fait, je pense qu'il faut avoir en tête. Il faut aborder les choses avec vraiment du bon sens, Mm. se poser des questions, ne pas hésiter à aller chercher des réponses chez des gens compétents, dans des bouquins. C'est essentiel le livre, ça aussi. Hein, on ne va pas Oui. partir là-dessus. On va en avoir pour 3 jours, les gens vont décrocher. Mais le livre est effectivement essentiel. La connaissance est là. Il faut aller l'exploiter, il faut lire, il faut chercher.
Il faut s'encourager. Nous, on s'encourage avec mon épouse, on cherche à encourager nos enfants. On a des règles qui sont des règles un peu strictes par rapport à un certain nombre de choses. Alors, ça fait pas de nous des parents super populaires, et nos enfants sont pas maltraités, je rassure tout le monde, hein, ils sont en pleine santé, ils vont bien, etc. Mais effectivement, par exemple, les fast-food, les machins comme ça, c'est vraiment très limité. Il n'y a pas de soda à la maison. On n'est pas une famille qui consomme du soda. Il nous est arrivé en été de lâcher un peu prise sur les glaces, etc. Enfin, de temps. Il y en a toujours un dans le couple qui signale à l'autre que là, il faudrait peut-être lever le pied maintenant. Il faut un peu arrêter, ça va trop loin, quoi. Donc voilà, le chocolat c'est pareil, on essaie de leur prendre un chocolat, on leur prend pas forcément un truc industriel et on leur prend pas des chocolats, si tu veux, bourrés de sucre. Mmh. On essaie d'aller sur des 75, 80, 85, encore une fois, je rappelle, hein, 16 et 13 ans. Donc c'est pas forcément évident parce que à Alors côté de du ça, coup, justement, c'est intéressant de voir comment vous vivez cétogène, toi et ton épouse et qu'est-ce que vous faites pour vous? Les différences que vous faites avec les enfants, comment vous gérez ça? Donc ça ressemble à quoi une journée cétogène chez vous? Combien de alors on repas est déjà pour commencer? alors ça dépend des jours. Mmh. On est très libre en fait, mon épouse l'a toujours dit et là-dessus elle a parfaitement raison, on mange quand on a faim. Donc Mmh. voilà, si on n'a pas faim, on ne mange pas, et si on a faim, on mange. Donc ça peut être un petit déjeuner, ça peut être par exemple des œufs, ça va être ce genre de produits-là. Souvent, le midi, si on décide de manger, on va consommer des avocats, on va consommer une viande, on va consommer des légumes verts. Enfin, vraiment, si tu veux, on essaie de légumes entre guillemets admis dans le cas de cétogène. Hein, il ne s'agit pas Et de en glucides, ouais. voilà. Épinards, haricots verts, Voilà, ce genre de choses. Hein. navets. C'est très précisément ce qu'on a, par exemple, on a déjeuné là, à midi. C'est ce qu'on s'est fait. On s'est fait du bœuf, des haricots verts. Mmh. Et ça suffit, sincèrement. Alors, parfois, on se fait plaisir, on rajoute un peu de beurre dessus sur la viande ou pas, ça dépend. Voilà. Moi, j'étais un très gros consommateur de pain. C'est quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, le pain me dégoûte. C'est Mmh. d'ailleurs compliqué quand tu voyages. Moi, je voyage pas mal pour mes affaires. Trouver de quoi manger c'est tôt dans les restaurants, les machins, c'est pas facile. Trouver des produits qui tiennent à peu près la route, qui sont pas trop bidouillés, c'est pas facile, tu peux me croire. Hein. C'est à avoir en tête. Et puis pour les enfants, on va avoir, je dirais, peut-être un menu parfois un peu différencié, mais on cherche à les amener le plus souvent possible vers des produits dans une logique en fait complètement cétogène, quoi. Et encore une fois, je le répète, on a des enfants qui sont en pleine santé. Mon fils aîné fait du jiu-jitsu, il s'effondre pas. Par contre, mon dernier avait eu l'autre fois un souci. Je crois que oui, c'était cette année. On s'est précipité à l'école pour lui donner un verre d'eau avec du sucre dedans, quoi. C'est toujours. Ah oui, mais ça fait partie, je dirais, c'est un grand classique hein, dans les écoles. Un coup de mou, allez hop, un coup de sucre et puis ça Ouais, repart, quoi. l'hypoglycémie est tellement courante qu'ils connaissent la procédure, hypoglycémie, bim, un coup de Sauf sucre. sauf que mes enfants n'y sont pas confrontés puisqu'ils consomment finalement très peu de sucre. Et ce sont encore une fois les adolescents. Donc les gens qui pensent que être en régime céto, être vraiment en low carb, avec une approche vraiment réfléchie, etc., ça va être potentiellement délétère entre guillemets pour des enfants qui sont en pleine croissance, etc. Bon, ben non. En tout cas, l'expérience prouve jusqu'à maintenant que c'est pas le cas. Et puis ce sont les enfants qui ont un bon appétit. Alors oui, c'est vrai, on consomme de la viande rouge, on consomme du poisson, on consomme des fruits de mer, des choses. Finalement, des produits qui font sens, quoi. Voilà. Ouais. Fromage aussi, produits laitiers, Fromage, ouais, tout à fait, produits laitiers, absolument, ouais, tout à fait. charcuterie espagnole, j'imagine? Charcuterie espagnole, de moins en moins, parce que comme je te l'ai dit, bourré de sucre. Ouais, c'est plus facile de C'est trouver des choses de propre. c'est compliqué pour trouver quelque chose de propre, ou alors tu vas le payer vraiment très très cher. Mmh. Je te le répète, hein, c'est vraiment complètement dingue. Le sucre est omniprésent ici. Ah oui, bah, tu te rappelles dans la Céto Academy, j'avais mis des photos justement d'emballage où ils mettaient la quantité de glucose. Alors c'est vrai que dans certains produits fermentés, on peut considérer que le sucre est nécessaire pour alimenter cette fermentation, mais pas à des quantités astronomiques. Enfin, là, concrètement, on a des jambons qui ont carrément un goût sucré. Ça coule de sirop en fait. Ça existe ça, hein. Donc là, il faut Tout à s'en fait. méfier. Ouais. Ah, mais tout à fait. Tu as des produits ici, tu as intérêt à être très vigilant sur les étiquettes. Là aussi, je le confesse bien volontiers. Ah, ils sont pas aussi bons que les Américains parce que les Américains sont très très forts là-dedans. Ils sont capables, en fait, tu vois, nous en Europe, on a un affichage au 100 grammes, donc c'est facile. Si tu mets 2 grammes de sucre au 100 grammes, bah, c'est 2%, c'est 2 grammes, c'est simple. Les Américains, en fait, ils sont capables de changer la portion parce qu'en changeant la taille de la portion, en fait, ils sont pas obligés d'afficher. Par D'accord. exemple, en dessous de 0,5, ils peuvent mettre 0 en fait.
Du coup, D'accord. il change la taille de la portion. Comme l'affichage nutritionnel n'est pas mis au 100 grammes, mais par portion. Et ils te mettent Ça, zéro. d'accord. Pourtant, Ouais. tu as un ingrédient sucre dans la liste des ingrédients. Mais c'est zéro. Ils sont malins. Ils sont effectivement malins. Et puis, bon, tu as aussi ici, je dirais, les produits, entre guillemets, d'artisanat, mais c'est pareil, c'est un artisanat d'une qualité très relative et qui se fait sur un plan industriel, donc sur les confitures, les machins, etc. Tout est bourré de sucre. Hmm. Moi, je suis vraiment pas optimiste pour la suite, hein. Ici, ça me paraît quand même assez mal parti. Et puis surtout, il y a une véritable volonté en fait de briser quelque part cette espèce d'approche de bon sens. On fait la guerre maintenant aux gens qui consomment de la viande rouge parce que c'est Ah comme mais oui, mais le problème en fait, moi j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a longtemps. Il y a une vraie désinformation et la nutrition est pour moi une religion. Je le dis clairement, je pèse mes mots. Je vais te donner un exemple, je l'ai dit dans la Ceto Academy, hein. On a le président du syndicat des cardiologues américains qui, à 56 ans, fait un arrêt cardiaque, une crise cardiaque en plein sommet des cardiologues et ça choque personne. Le gars, il fait que respecter les consignes qu'il donne, donc pas beaucoup de sel, régime très riche en glucides, statine pour faire baisser le cholestérol, et à 56 ans, on lui pose 3 stents en urgence. ouais, Donc, bah, les gens, en fait, qui sont les top cardiologues des États-Unis, en fait, ils croient tellement à leurs âneries qu'ils en meurent. Faut être clair. Donc, le on commun est, des ouais, mortels qui n'a pas fait d'études de biologie, de médecine, etc., bah, il croit à ces gens-là. C'est soi-disant des experts, mais c'est des experts qui se suicident publiquement, plus que c'est d'un ridicule. Tu veux. Le mec est cardiologue, 56 ans, il fait une crise cardiaque d'un sommet de cardiologie, mais c'est d'un ridicule. On est dans l'idiocratie, là. c'est Tu vois ce que je veux l'idiocratie, dire. ouais. C'est le syndrome de la blouse blanche, hein, parce que moi, les toubibs que j'ai pu consulter, si j'avais appliqué ce qui peut suggérer, je pense que je serais toujours en très grand surpoids et je pense que mes problèmes seraient toujours là, quoi. Il y a une espèce de vérité absolue comme ça, inattaquable, qui est Oui, provoquée. mais on n'a pas parlé du cholestérol, mais je suis sûr qu'un médecin t'aurait certainement dit attention à votre cholestérol, etc. Moi, j'ai publié dans Bonjour Keto, je l'ai publié dans la Ceto Academy. Je vais le répéter, le souligner, le stabilo bosser. Plus votre cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément. Et on a 7 millions de Français qui prennent des statines tous les jours, qui sont prescrits par leur médecin, expert en cardiologie. Lisez le docteur de leur jury, regardez des documentaires sur le cholestérol. Il y a plusieurs ouvrages. Les études sont là pour nous montrer le contraire. Il y a encore une étude qui a été publiée il y a quelques jours sur une longue étude qui a duré 35 ans chez des Suédois de mémoire ou Norvégiens, je ne sais plus exactement, qui a étudié quel était le profil des gens pour arriver à centenaire. Bah, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que les gens qui ont une glycémie la plus basse et qui ont un cholestérol plutôt élevé, bah, c'est des gens qui vont faire centenaire. Alors que ceux qui ont un cholestérol très bas, l'objectif des statines, bah, meurent avant. Donc, Mhm. et on a plein d'études qui nous montrent que plus le cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément, toute cause, y compris cardiovasculaire. Et Mhm. pour le cancer, et pour les maladies neurodégénératives, etc. Donc déjà, faire sortir ça de la tête des gens, le docteur de l'Orgéril, il travaille depuis 25 ans, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Après, les résultats sont là. Moi, je suis un témoin parmi d'autres. Enfin, les gens qui sont passés avant moi, il y a quand même des gens qui sont de véritables athlètes. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables d'expliquer, de quelles situations parfois complexes, etc., qui sont tirés. Donc, moi, je pense effectivement que ça vaut le coup. Tu dis, là, il y a des études. Je permets-moi d'être feignant, il y a la CETO Academy, les choses y sont expliquées, détaillées, c'est pas de la pub, hein, c'est tout simplement la réalité, c'est vulgarisé, c'est expliqué, etc. Bon, il faut vraiment le vouloir pour pas essayer au moins de comprendre déjà, et après se faire son opinion. Et une fois qu'on a réussi à se bâtir un avis sur on fait pas. Moi, je dis aux gens qui verront cette vidéo, essayez franchement, et puis essayez 2 mois, 3 mois, et puis faites le point, voilà. Ça me paraît, ça me paraît une bonne idée, quoi. Ça me paraît une bonne idée. Eh bien, on va peut-être parler juste en 2 mots de ton épouse, que vous vivez cétogène tous les deux. Quels Oui, sont les bienfaits qu'elle a pu en tirer? Est-ce qu'elle le vit bien sans frustration comme toi? oui, sans aucune frustration. Mhm. Elle n'avait pas les mêmes problématiques que moi sur le plan de la santé. C'est quelqu'un qui a toujours eu une consommation relativement modérée sur le plan du sucre, etc. Donc oui, oui, elle le vit bien. Il y a pas de souci pour ça, ouais, tout à fait. Et donc, tu parlais des difficultés tout à l'heure.
Donc, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? On peut même reparler de tes problèmes dans les déplacements, parce que c'est intéressant. Moi aussi, on a beaucoup voyagé dans plein de conditions différentes. Toi, tu trouves que c'est difficile en déplacement, restaurant, hôtel, de trouver des choses propres pour se nourrir en cétogène? Oui, ça peut être difficile, il faut l'anticiper. Rien n'est impossible, Mhm. évidemment. Donc, selon les circonstances, oui, il m'arrive de l'anticiper, de partir avec mon panier cétogène. Et puis, quand on pèse encore le poids qui est le mien, c'est-à-dire 84 kilos, on transporte encore son propre panier sur son propre corps, si tu vois ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que il peut arriver parfois qu'effectivement, on saute un repas, etc. C'est pas un problème, hein. On n'a pas cette espèce de fringale qui fait que il faut absolument trouver quelque chose à manger, et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut parfois anticiper, mais il est clair que dans les cartes de restaurant, bien souvent, difficile, c'est difficile. Et d'ailleurs, je vois les réflexes des gens quand on prend une viande. Les gens sont toujours surpris quand ils proposent des tas de sauces, de machin, d'accompagnement. Quand on leur dit non, qu'on prend juste une bonne viande, voilà, et parfois juste une salade verte à côté, les gens sont parfois un peu étonnés, quoi. Ça s'anticipe, ça se prévoit, voilà, ça c'est certain. Euh, j'ai mes habitudes dans un hôtel, puisque j'ai mes bureaux sur Aix-en-Provence où j'ai l'habitude de descendre, et je suis à chaque fois très étonné en fait de voir le buffet et de constater à quel point on a finalement des viennoiseries, des pains de toutes sortes, et des pains santé, c'est-à-dire des pains avec des graines dedans, pas graines, machin, etc. Soi-disant santé. Évidemment, on a une espèce de truc avec des concombres qui flottent dedans, c'est de l'eau détox, etc. Et puis vous avez plein de sortes de confitures, de machins, etc. De viennoiseries, ça n'en parlons pas. Puis Jus de pamplemousse. voilà, et dans un coin, tu as évidemment, ça me fait penser à une anecdote avec le laborantin, ça fera que je t'en parle tout à l'heure, sur les fruits. Et dans un coin, tu as trois fromages et un bout Un de peu de jambon. jambon. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, Ouais. Ouais. tu imagines que, ben voilà, Dans c'est. l'hôtel, restaurant, enfin, hôtel, buffet continental, généralement, tu te retrouves à avoir des œufs, tu as une saucisse ou quelque chose qui ressemble à ça, des fois du bacon, du lard grillé, jambon et un fromage. Ça. Et puis du fromage blanc aussi, souvent. Dans Voilà. le monde entier, dans les grands hôtels, c'est à peu Arrive, près ça. arrive à peu près à faire ton affaire comme ça. Bon, Voilà. les œufs brouillés, j'évite, parce que quand tu ouvres l'espèce de timbale là que tu regardes, ça quand même une Oui, drôle de. Tu c'est dis, des œufs en bidon. C'est des œufs en c'est, bidon, voilà, tu c'est dis, pas des œufs cassés à la main. c'est des vrais faux œufs, tu vois. Tu dis, bon, ok, on va éviter quand même, hein. Mais voilà, tu arrives à te dépatouiller, mais il faut l'anticiper, encore une fois. Le pire étant les aires d'autoroute, parce que alors là, Ouais, et à l'heure d'autoroute, ça va être le fromage en carton et puis le jambon qui dégouline. En gros, c'est ça. Donc, c'est c'est vrai ça. que les autoroutes, vaut mieux éviter quand même, quand on peut. Une petite glacière dans la voiture, des choses comme ça. Ou sortir et puis prendre le temps. Moi, je donne une astuce simple. Hein. Dans notre monde occidental, on a faim, on n'a rien prévu, bim, on rentre, boulangerie, sandwich. C'est ça, bah oui, bien Ben, sûr. il y a une autre alternative, c'est boucher charcutier. C'est juste à côté généralement. Et là, vous rentrez, vous prenez mortadelle tranchée, jambon de Parme, saucisson, des œufs en gelée, et vous pouvez manger ça en snack comme un sandwich avant. Ça, c'est l'alternative. Ou le fromager aussi, un petit morceau Moi, d'emmental, des choses comme ça. Ça, oui, c'est tout à fait. l'alternative. Donc, le boulanger, vous le rayez, il n'y a rien pour vous. Par contre, le boucher charcutier et le fromager, ils peuvent faire quelque chose pour vous. Tout à fait. Et pour revenir sur l'histoire du laborantin, je me souviens que quand il avait regardé mes examens sanguins, il m'avait dit, vous êtes à la limite du prédiabète, hein, mon cher monsieur, il va falloir faire attention, donc il faut lever le pied sur le chocolat, les glaces, les machins, etc. Et je lui dis, et le reste, il me dit, écoutez, non, de toute façon, vous n'échapperez pas à un traitement. Donc, ça, c'était réglé. Et il avait ajouté, il m'avait dit, bon, tout ce qui est pâtes, riz, pizza, modérément, mais vous pouvez maintenir. Et puis par contre, donc on vivait en Provence à l'époque, par contre, les fruits, là, c'est vraiment bon pour la santé, vous pouvez y aller. Alors, le gars m'avait dit, ne mangez pas une cagette de pêche par jour, hein, ça se fera pas. Mais bon, si vous mangez un melon, machin, le midi, le soir, vous menez une poire, même deux poires, ça sera bon pour vous, c'est plein de fibres, ça se passera bien et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le conseil expert d'un Il y a une spécialiste vraie méconnaissance. de la On a santé. 40 ans de retard. Honnêtement, c'est 40 ans de retard là-dessus. On a mis dans le crâne des gens, moi je l'ai appris étant petit, mais c'est toujours d'actualité. Donc on a les glucides simples, les glucides complexes. Donc les glucides simples, c'est le sucre, et puis les glucides complexes, ça va être les amidons. Donc on a les bons glucides et les mauvais. C'est faux, poubelle.
Après, on a eu cette histoire d'indice glycémique qui sert strictement à rien parce qu'il ne résout pas le problème à la base. On n'inverse pas un diabète de type 2 en faisant attention à son indice glycémique. Vous évidemment. prenez par exemple du sirop d'agave qui est riche en fructose, qui a un indice glycémique bas. Si vous tartinez tout de sirop d'agave à la place du sucre blanc, non seulement ça ne va pas inverser vos problèmes, ça risque même d'en ajouter. En particulier, syndrome du foie gras. Donc l'indice glycémique, c'est la même chose. Et le low carb, c'est un peu nulle part, ça ne veut rien dire. Le low carb, c'est pour moi, je le dis, elle est clairement stupide. Parce que le low carb, c'est pas assez de glucides pour quelqu'un qui marche en glucides, mais ça sera trop de gras. Et inversement pour celui qui est en keto. En fait, vous êtes nulle part. Et chez le sportif, c'est une catastrophe. Moi, tous les gens que j'ai vus se planter en régime cétogène chez le sportif, c'est parce qu'ils avaient réduit leurs glucides et pas assez de lipides. Et du coup, ils étaient entre les deux. Genre 140, 150 grammes de glucides. Vous n'êtes pas en cétose, vous n'êtes pas un brûleur de gras, mais vous n'avez pas assez de glucides dans votre assiette. Et donc, tout ça, ça reste dans la tête des gens. On te parle du sucre, mais on ne fait pas la différence que le sucre, c'est moitié fructose, moitié glucose. Ça arrive dans notre intestin, c'est coupé en deux. Donc, moitié glucose, moitié fructose. Et quand on prend du blé pour faire du pain ou des pâtes ou des pommes de terre, etc., bah, c'est du pur glucose. Donc, c'est de l'amidon, des chaînes de glucose. On casse et ça arrive sous forme de glucose dans notre circulation sanguine. C'est le même glucose que le sucre. Mmh. J'avais fait des infographies il y a 7 ou 8 ans déjà où je mettais un hamburger avec des frites, je mettais une pizza, etc. Et enfin, j'avais mis l'équivalent sucre. Les gens, ils ne comprenaient pas en fait. Une pizza, 120 grammes de sucre. Oui, c'est la même chose. Et quand on regarde une glycémie normale saine en keto, c'est 65 mg, 75. Vous mangez une pizza, vous la montez à 250. Hein. Et les premiers dommages, selon les études scientifiques, c'est 140 mg. Moi qui suis par exemple dans un régime cétogène depuis bientôt 11 ans, ma glycémie, elle ne dépasse jamais 100, même après manger. Hein, on est loin des 140 déjà. Et dans un régime occidental, tout le monde est au-delà de 200 après un repas. Hein, il n'y a pas de problème, avec des vrais dommages. Et tu parlais tout à l'heure de problèmes hormonaux, de problèmes de satiété, qui est gouverné par les hormones, etc. On ne peut pas obtenir la satiété, on ne peut pas obtenir cette stabilité émotionnelle, on ne peut pas s'éviter la sieste de 2 heures de l'après-midi après manger avec ces yo-yo hormonaux qui sont totalement liés à nos glucides et notre glycémie. Ah mais totalement, oui, oui. Mais d'ailleurs, quand on vivait au Royaume-Uni, ça c'était quelque chose, parce qu'il y avait du sucre, alors d'une manière, c'était terrible, hein. Et je crois que ça a été vraiment un élément déclencheur aussi, c'est que je rentrais du pub, je ne buvais pas, hein, quasiment pas, où on avait déjeuné, et puis c'était une espèce de coup de barre, à s'endormir pendant 1 heure et demie, et complètement amorphe, quoi, hein. Bah, C'était l'anecdote est bonne parce que celle-là, elle est partagée par tout le monde. Et j'ai partagé le témoignage de Cyril Lemoine, 12 fois champion du monde de jet ski, qui ouais, expliquait que durant toute sa carrière, tous ses titres, il les a eus de cette façon-là. Il mangeait à midi et juste après le repas, un coup de barre, mais impossible. Il pouvait pas lutter, donc il allait dormir 10 minutes et après il faisait sa compétition. d'accord. Depuis qu'il est en keto, terminé. Alors Ouais, qu'il bah a moi, fait toute sa carrière il avait toute sa carrière ce ah, problème-là. moi, c'était pas 10 minutes, hein, il m'arrivait de dormir un peu plus longtemps, mais Ah, mais parce c'est que je cette baisse de vigilance qui t'oblige vraiment à aller te coucher, quoi. terrible. Ah, mais complètement, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était vraiment terrible, terrible. Non, c'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il faut pas le prendre. Je crois que pour l'aspect, le régime cétogène, il faut l'entendre comme étant en fait vraiment une diète ou une espèce d'évolution de sa vie. On tourne le dos à quand même un sacré paquet de mensonges et on se dirige en toute connaissance, hein, parce que c'est quand même, on est censé prendre soin de nous-mêmes, je veux dire, hein, être libre, c'est ça aussi, hein, c'est être responsable. Après s'être renseigné, l'idée, c'est vraiment d'avancer vers. Et moi, je témoigne pour ce qui me concerne, d'une manière on ne peut plus honnête et transparente, des multiples bienfaits qui ont été les miens à travers l'alimentation cétogène. Et je n'aime pas, comme je te le disais, le terme de régime parce que je n'ai pas cette idée qu'on puisse revenir en arrière, serait absolument dramatique. Et cette approche du régime, enfin de l'alimentation cétogène, je pense qu'il faut l'intégrer dans quelque chose de plus vaste encore. C'est-à-dire l'activité physique, c'est-à-dire prendre l'air, c'est-à-dire en fait du bon sens, tout simplement, quoi. La lumière, se protéger de la lumière bleue avec l'éclairage artificiel, qui a un vrai problème sur la chronobiologie, les productions hormonales, la mélatonine, ça c'est super important, en particulier chez les enfants. J'alerte les parents avec ça, c'est un vrai problème, il faut s'en protéger. Et puis les Mais micronutriments aussi, je suis arc-bouté sur les micronutriments. Mon objectif, c'est de faire un régime cétogène bien formulé. Bien formulé, c'est sans carence alimentaire, donc avec
minéraux, vitamines, oligo-éléments en quantité suffisante. Ça s'apprend. Les gens ne savent pas où trouver de l'iode, où trouver du sélénium, où trouver du potassium, de la vitamine C, etc. J'ai fait des articles. Ça s'apprend. Ne négligez pas vos micronutriments. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler maintenant. On avance pas à pas. Il faut apprendre, il faut lire, il faut se renseigner. Mais oui, ça fait partie. Par rapport à ce que tu disais sur les questions de la lumière bleue, la chronobiologie, etc., je peux te garantir qu'aujourd'hui, c'est un défi et un combat de tous les jours avec des ados à la maison pour freiner là-dessus. C'est terrible, parce qu'en Ouais. fait, le téléphone est une espèce d'outil quasiment, enfin d'outil, c'est presque obsessionnel. Ah non, mais Euh, moi, je pose le mot. Pour moi, c'est difficile, hein. une épidémie et c'est un désastre. Je vais donner juste un exemple. Les smartphones sont arrivés dans notre vie avec Steve Jobs et l'iPhone. Moi, j'en avais un peu avant, mais et on a des syndromes qui n'existaient pas avant. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était kinésithérapeute qui m'expliquait qu'en fait, il voit des nouveaux clients avec des nouvelles pathologies qui n'existaient pas. Typiquement, par exemple, je vais donner un exemple. C'est un syndrome en fait où vous avez la tête en avant, les épaules reculées, donc ça courbe votre colonne vertébrale, ça impacte même la position du bassin, donc vous avez votre tête comme ça parce que vous êtes tout le temps en train de lire votre smartphone. Et quand on regarde ce qui se passe concrètement, c'est une compression des cervicales, compression du nerf vague, activité du nerf vague qui baisse, problème de digestion, ralentissement de la digestion, fermentation, problème de SIBO, etc. Juste à cause d'un problème de nerf vague. Donc vous avez des gens qui utilisent un smartphone et qui se retrouvent avec tout un tas de problèmes digestifs à cause de la posture due à ce smartphone. Pour relier les problèmes entre eux, des problèmes d'ATM, TMJ en anglais, vous avez une articulation qui est là, vous avez des gens, en fait, quand ils ouvrent la mâchoire, elle craque. Mhm. Maintenant, on arrive à 20% de la population qui est concernée, et les dentistes, ils n'arrivent même plus à faire ouvrir la bouche des gens. Ça, c'est directement lié à un problème de posture. La science, elle est claire là-dessus. Et donc, on a un vrai carnage avec ça, et ça commence chez les enfants maintenant. Ah, mais C'est non, des mais problèmes qui n'existaient pas il y a 12 ans. Ils n'existaient c'est pas. évident. C'est évident, c'est On a évident. des problèmes de rééducation des yeux aussi. Comme on travaille posté devant un écran, les yeux sont fixes devant cet écran. Après, c'est fixe devant ce smartphone. Et les yeux, en fait, sont totalement connectés à des muscles pour l'équilibre. On a des gens, les sportifs, par exemple, c'est super important. Ils perdent les notions d'équilibre, ils perdent leur équilibre juste parce qu'ils ont des problèmes avec leurs yeux. Il faut faire de la rééducation au niveau des yeux. Il y a une clinique en France qui s'est ouverte juste pour ça. Les problèmes d'équilibre, rééducation des yeux chez le sportif de niveau. Ça, c'est totalement lié à la technologie. Donc, c'est des nouveaux problèmes qu'il faut apprendre et il faut apprendre surtout à s'en protéger. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et ça rentre dans cette espèce d'approche finalement de vivre Holistique. Ouais, holistique. Ouais, clairement, voilà, ouais, tout à fait. ouais. Donc, toi, tu as compris ça et donc tu te mets à apprendre. Tu sais, on passe beaucoup de temps à apprendre à conduire. On donne beaucoup d'argent d'ailleurs aux auto-écoles pour apprendre à conduire. Il y a des gens qui apprennent une activité physique, ils font un permis pour aller à la pêche, etc. Par contre, une des choses les plus importantes qui est la nutrition, bah, finalement, on ne l'apprend pas. On prend pas le temps à l'école d'expliquer aux enfants vraiment les macronutriments, les micronutriments, l'importance de trouver les choses, etc. Et on ne comprend pas que c'est central pourtant. Si on Ah, néglige ça, le reste, ça ne peut pas fonctionner. ce qu'on absorbe pour vivre, enfin, je veux dire, c'est tout aussi important que l'air qu'on respire, c'est complètement dingue. Je veux dire, qui accepterait aujourd'hui d'aller se mettre derrière le pot d'échappement d'une bagnole pourrie et de passer son temps à respirer ça tous les jours pendant 50 ans, 60 ans? Et Hmm. pourtant, on accepte d'avaler des trucs qui sont néfastes pour notre santé sans même se poser la question. On ne se dit pas, qu'est-ce que je suis en train de manger? On part du principe que c'est affirmé par quelqu'un qui a une blouse blanche ou quelqu'un qui, ou même des simples spots à la télévision. Tu parlais de l'école ou même à l'école, ça a commencé à l'école, c'est l'histoire de 5 fruits et légumes, manger, bouger, manger, etc., etc. Et finalement, tout ça est communément admis, et puis, allons-y gaiement. Alors quand on prend le temps de réfléchir 2 minutes et de lire effectivement la science, ou plutôt de lire des articles de sciences vulgarisés, où des gens ont fait l'effort de préparer le truc, ce que vous avez fait avec Nelly, par exemple, que ce soit sur l'acéto ou sur les livres, qui sont essentiels pour la compréhension des gens qui veulent se lancer, encore une fois, et c'est pas de la pub, eh bien, on se dit, mais finalement, ça fait des années qu'on fait n'importe quoi. Oui. Et moi, mon regret, c'est de ne pas avoir compris ça bien avant. Je te précore que ça m'aurait épargné des nuits à me tordre de douleur avec les intestins en vrac, ça m'aurait épargné des migraines atroces, ça m'aurait épargné certainement des vagues de stress qui, à mon avis, si on cherche bien, on trouvera un lien de cause à effet, il y aura bien quelque chose. Ça m'aurait épargné ces problèmes d'hypertension, ça m'aurait épargné beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Le vrai problème, en fait, c'est qu'on a une chape de plomb et je le dis, abonnez-vous à cette chaîne parce que je sais très bien qu'à terme, elle va sauter. Mais abonnez-vous à cette chaîne pour voir tous les témoignages, toutes les réussites du régime cétogène. On va faire parler des scientifiques, des médecins, des utilisateurs, des gens qui ont perdu 60, 65 kilos, 70 kilos. On va faire parler des producteurs de produits aussi, du bœuf à l'herbe, etc. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre. Vous allez voir que la réussite du régime cétogène, elle est là. Mais de l'autre côté, on a une chape de plomb. On a une censure massive. Dans les médias, on n'en parle même pas. On a un problème d'argent, clairement. Nina Teicholz, la journaliste américaine, a fait un travail incroyable de débunkage des gens qui font les directives nutritionnelles. Aux États-Unis, tu as des gens qui sont dans un comité, ils font les directives nutritionnelles pour 5 ans. Donc, ils t'expliquent aux Américains ce qu'ils vont manger dans les cantines, dans les hôpitaux, etc., etc. Et on voit très bien que ces gens-là sont en conflit d'intérêts direct et sont payés par les grands groupes agroalimentaires pour pousser les intérêts agroalimentaires. Vous ne pouvez pas toucher 250 000 $ par an d'un groupe agroalimentaire et dire, en tant que spécialiste, nutritionniste, médecin, le contraire des intérêts de cette multinationale. Ce n'est pas possible. Et dans le dernier comité de mémoire, je crois qu'ils étaient 11. Il y en avait 10 qui étaient en conflit d'intérêts direct. Et généralement, les directives nutritionnelles américaines sont prises dans le monde entier derrière. Elles sont calées derrière. Donc, on a un problème de corruption massif. On a un problème aussi de mauvaise science, c'est-à-dire qu'on a des études avec 30, 40 noms dans les publications. Tous les gens sont en conflit d'intérêts. On parlait des problèmes d'études qui disent que la viande est dangereuse pour la santé ou qu'il faut manger plus végétal, etc. Toutes ces études-là, elles sont à mettre à la poubelle. Il faut aller voir les conflits d'intérêts qu'il y a en bas. Elles n'ont aucune valeur, en fait. Et on doit nager dans ce monde-là parce qu'en plus, les médias, ils reprennent ces études-là et ils ne reprennent pas les bonnes études fiables, sérieuses, sans conflit d'intérêt. Et donc, les gens comme la nutrition, ça ne les intéresse pas forcément. On arrive généralement au régime cétogène parce qu'on a un but précis, on a un problème, mais généralement, les gens n'y arrivent pas par hasard. Et donc, du coup, ça passe à la trappe. Le régime cétogène, il est mis de côté. Tu sais, quand moi j'ai évoqué autour de moi le régime cétogène, ne serait-ce que dans ma famille, les gens sont perplexes. Mes parents m'adorent, donc ils gardent un silence gêné. Mais enfin, l'idée que tu puisses manger gras pour être en forme, enfin, mon pauvre enfant, tu n'as toujours rien compris à 50 ans, quoi. Et si tu veux, ça revient d'une manière lancinante, c'est-à-dire que tu es une espèce de luberlu, tu es un extraterrestre, tu fais n'importe quoi. Combien de fois ai-je eu autour de moi des gens qui me disaient mais quoi, mais tu as arrêté ton traitement d'hypertension, mais tu vas faire une crise un jour, tu vas t'effondrer. Alors que non, c'est en train de baisser naturellement, lentement, sûrement, ça baisse. Et si tu veux, et ça baisse d'une manière tout à fait je dirais, lente, enfin parfaite, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Certaines manières beaucoup plus performantes que si j'étais avec des traitements qui font baisser ça artificiellement, et si tu les arrêtes, ça repart complètement. Oui, avec en plus des effets secondaires. Voilà, et c'est ça le problème, si tu veux, c'est que tu es une espèce de l'une des prophètes en son pays, c'est-à-dire que tu expliques et tu as un exemple vivant de ce que c'est, de comment ça fonctionne, des effets, et pourtant, ça ne rentre pas dans la tête des gens. Les gens restent dubitatifs parce que tu as cette espèce d'énorme machine de guerre propagandiste en face qui assène sur les télés, sur Internet, à la radio, dans les journaux, etc., etc. Et tout ça est lié évidemment économiquement, qui assène des contre-vérités. Et les gens, finalement, c'est le dernier qui a parlé, surtout celui qui a parlé le plus fort qui a raison. Mais ça va loin. Tu sais, moi, à la Ceto Academy, on a formé des milliers de personnes, mais j'ai formé beaucoup de médecins. J'ai formé des nutritionnistes, diététiciens, et j'ai même formé même un professeur de nutrition dans mes clients. Fais une pause une seconde. Ok, on fait une pause. Excusez-nous pour cette interruption. Donc, je disais que dans mes clients à la Ceto Academy, j'avais formé des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces gens-là sont venus me voir avec de vrais problèmes. C'est-à-dire, ce sont des spécialistes de la nutrition et ils sont incapables de connaître quoi que ce soit sur le régime cétogène, tout simplement parce qu'on ne les a pas formés. Alors, je compte interviewer le professeur Auvin en France, qui est pour moi un des pionniers sur le régime cétogène pour l'épilepsie. Je rappelle juste qu'il y a 25% des centres épileptiques pour les enfants qui proposent le régime cétogène comme thérapeutique. Donc, on a besoin de personnel formé, mais on a des gens qui sont des spécialistes de la nutrition, médecins nutritionnistes, diététiciens, qui sont totalement incompétents en régime cétogène, tout simplement parce qu'ils n'ont rien dans leur process de formation pour leur faire gérer ça. Alors qu'en milieu hospitalier, en milieu clinique, on a besoin d'eux. Ils sont venus vers moi, c'est moi qui les ai formés. Et après, bien sûr, je les ai initiés à beaucoup de lectures, beaucoup de littérature scientifique pour qu'ils continuent le processus.
J'ai une étude qui est remarquable, qui sert pour les médecins pour passer leurs malades de diabète de type 2 sur un régime keto et manager les traitements en conséquence pour les réduire rapidement. Mais donc, on a un vrai problème, c'est-à-dire les gens qui sont au top des connaissances sur la nutrition sont totalement ignorants sur le régime cétogène. Je rappelle qu'on a 102 ans de science, 5700 études cliniques, des gens qui l'utilisent dans le monde entier. Nous, on a aidé des milliers de personnes en France, même dans le monde entier. Donc, on a des gens finalement qui disruptent, entre guillemets, leurs médecins, c'est-à-dire de leur propre chef, ils changent d'alimentation, ils vont beaucoup mieux alors que les médicaments ont échoué et leurs médecins sont ignorants. Et à côté de ça, quand on a des gens de bonne volonté qui vont dire à leur médecin, j'ai décidé d'utiliser le régime cétogène pour telle pathologie, 9 fois sur 10, le médecin, mais non, vous vous rendez pas compte, on peut pas vivre sans glucides, vous allez avoir des problèmes de cholestérol, vous allez avoir si, parce que le médecin est totalement ignorant sur ce qu'est le régime cétogène et ce qu'il peut faire. Donc on a un vrai problème de fond, de désinformation, de réinformation, etc. Ignorant, et je pense qu'il est lui-même victime finalement d'une espèce de propagande plus institutionnelle et plus Oui, certainement plus répétée, certainement peut-être plus insidieuse aussi. Moi, je le vois, j'ai un confrère qui a commencé grosso modo un régime classique, si je puis dire ça comme ça, quasiment en même temps que moi. Il n'a pas perdu un gramme. J'ai perdu, pour faire simple, si on arrondit quasiment presque 20 kilos, quoi. Voilà. Et c'est complètement dingue. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il ne s'interroge pas. Il se dit pas, tiens, mais pourquoi est-ce que lui, son truc a l'air de fonctionner? Et en plus, il est encore vivant. Il bouge encore, alors que moi, je perds pas un gramme et que mes problèmes sont toujours là. Bon, je pense qu'en fait, il y a déjà tout simplement prendre le temps de réfléchir, de s'interroger, de se poser des questions, de s'initier, de regarder. Euh, D'assumer aussi parfaitement son choix, ce qui n'est pas toujours en société très facile. Quand tu es en ouais. céto, ouais, tu vas boire un coup. Bon, alors les gens ne le font pas avec moi parce qu'ils savent que je ne bois pas d'alcool. Je bois très peu d'alcool. C'est rarissime. Et ça fait, si je bois un verre par an, c'est un exploit. C'est te dire. Mais après, on va te faire un plat, on va te faire un machin. Bah tiens, on te fait des frites, etc. Ah bah non, non, c'est gentil, mais j'en prends pas. Bon, voilà. Il faut l'assumer aussi. Il faut Oui, savoir oui, dire. il faut une certaine force de caractère pour pas plier au désir des autres. C'est-à-dire que vous, alors déjà, vous décidez d'utiliser un régime cétogène. Ensuite, vous vous informez. Avant de commencer, vous vous affolez pas, vous lisez et vous comprenez. En fait, moi, j'appelle ça structurer son opinion. Il faut pas avoir d'opinion sur des choses qu'on connaît pas. Hein. Bien sûr. Donc, on apprend. Et une fois qu'on a compris, on se lance. Mais après, c'est vos choix. Il ne faut pas laisser décider les autres de votre vie, de votre santé et de vos choix. Donc, ça nécessite une force de caractère dans la durée. Et d'être persuadé qu'effectivement, comme tu viens de le dire, que c'est le bon choix. Mais pour ça, il faut effectivement apprendre, Mm. lire, s'enseigner, etc. Évidemment, évidemment. Oui, il ne faut pas que vous soyez sous la coupe de. Il faut jamais que vous disiez, par exemple, Ulrich Génisson a dit que. On s'en fout de ce que Ulrich Génisson a dit que. Ulrich Génisson, il fait un travail, il présente de la science, il essaie de simplifier des choses compliquées pour les rendre facilement compréhensibles. Il donne accès. J'ai plus de 1000 études citées sur notre site qui sont en libre accès. Vous pouvez les voir, lisez-les. Et à partir de là, vous avez fait votre opinion. Mais quand vous avez fait votre opinion, ben vous êtes autonome. C'est plus Ulrich Génisson qui dit, c'est vous qui dites. Vous avez décidé que. C'est pas la même chose. Et on mesure les bienfaits qui découlent de cette prise de décision, ce qui fait que la force de caractère se renforce. Vois-tu, quand tu arrives à perdre quasiment 20 kilos, tu vas pas te remettre à manger n'importe quoi pour faire plaisir aux gens qui t'invitent. Parce que tu te dis, ce chemin que j'ai fait, j'ai pas envie de le faire dans le sens inverse, parce que je sais ce qui m'attend. Voilà. Donc, tout ça est un cercle vertueux, quelque part, de croissance. Et voilà. Mais c'est quelque chose, oui, on ne va pas sortir donc d'une approche plus philosophique encore, mais il y a bien cette idée quand même de prendre soin de soi et d'assumer aussi ses décisions. Ouais. Je Oui, pense que ça fait partie d'une manière intégrante en fait de l'approche du régime d'alimentation cétogène. je partage tout à fait cet avis. Donc Yanis, c'était un super entretien, un super échange. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos téléspectateurs? Essayez, essayez, faites-le, faites-le. Vous risquez rien. Si ce n'est une bonne surprise, si ce n'est de découvrir qu'en fait vous reprenez la main, imaginez le plaisir, oui, le plaisir de reprendre la main sur votre propre existence, sur ce que vous allez manger, absorber, et ne plus finalement subir l'occasion et les dictates de gens qui vous disent en gros il faut manger ci, comme ça, etc. Prendre la mesure, c'est extraordinaire finalement. On reprend la main, on redevient libre d'une certaine manière,
et, et on mesure les bienfaits, hein. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. En tout cas, de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu, il semblerait bien que oui. En tout cas, moi, ça fonctionne bien, même très bien. C'est le début d'une aventure. Je vais poursuivre. Rendez-vous dans un an si tu veux. Avec plaisir. On en reparlera. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire. Et puis, c'est pas compliqué. C'est pas frustrant. On n'est pas dans un régime classique comme on nous l'impose, en train de manger. Vous vous rendez compte quand même que je peux m'offrir des viandes somptueuses. Bon, je veux dire, comment on pourrait appeler ça un régime? Enfin, quand vous mangez une pièce de bœuf magnifique, hein, c'est-à-dire, ou un beau poisson pour ceux qui aiment ça, et alors vous pouvez en manger. Et bon, vous mangez à votre faim, quoi. Vous n'êtes pas là en train de vous dire, mince, j'ai mangé 3 petits pois et un bout de jambon dégueulasse, et puis finalement, j'ai faim. Il faut que j'attende ce soir pour bouffer mes courgettes à l'eau. Il faut être sérieux, quoi. Il faut arrêter ça. Non, il faut essayer. Voilà. C'est le mot de la fin, c'est qu'il faut essayer. C'est un très bon mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ce riche échange, ce riche entretien. Merci à Merci toi. beaucoup, Yanis. Merci Loïc. À dans un an alors. À dans un an.